Renouer le fil du dialogue entre la coordination des syndicats des enseignants et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est tout le sens de cette rencontre avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Il faut dire que depuis plusieurs mois, les deux parties sont engagées dans un bras de fer. Les syndicats sont en mouvement avec comme mot d'ordre la suspension des évaluations des élèves et le boycott dans l'organisation des examens. Plus de 2 heures d'échange avec le chef du gouvernement et la concertation semblent avoir porté fruit. Des engagements ont été pris, je l'ai instruit, le ministre de l'Éducation nationale a renoué le dialogue dès la semaine prochaine au dire de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Ces mots sont toujours en cours. Si la coordination des syndicats se réjouit de la reprise du dialogue, elle ne lève pour autant pas son mot d'ordre. Sur une plateforme revendicative en 56 points, 12 ont déjà été satisfaits. Donc, à partir du moment où ce sont des discussions, donc il n'y a pas d'engagement. Ce que la partie syndicale souhaite, c'est que le gouvernement respecte ses engagements en termes de mise en œuvre des différents points du protocole pour lequel nous avons donc fait le point en fin décembre. Sur les 56 points à mettre en œuvre, 21 ont pu être mis en œuvre. Il reste encore 35 points qui sont en cours de mise en œuvre. Donc c'est pour ces points-là que la partie syndicale souhaite effectivement la mise en engagement. Les syndicats tiennent à l'adoption rapide d'un statut valorisant pour le personnel du système éducatif quand le gouvernement réaffirme sa volonté de mettre en œuvre les différents points inscrits dans le protocole. Controverse en Guinée par rapport à l'emplacement d'une représentation de Sékou Touré. Le graffiti se situe à une place de Martien. Il s'agit d'un lieu où avaient été pendues des personnes victimes du régime de l'ancien président Honoré. Une association de défense y voit une insulte à la mémoire de ces personnes. La fresque représente les héros des indépendances africaines et inclut également les portraits du Burkinabé Thomas Sankara, du Ghanéen Kwame Nkrumah et du Bissau-Guinéen Amilcar Cabral. Un portrait géant du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré apparu fin décembre sur le pont dit des Pendus dans le centre de Conakry a ranimé les passions sur la figure de ce père de l'indépendance qui a dirigé la Guinée d'une main de fer pendant 26 ans. Détruisait ce pont, nous avions demandé à ce qu'on fasse une stèle à ce niveau-là pour commémorer justement toutes ces pendaisons. Ceci n'a pas été fait malgré les promesses de l'époque. Alors, quand aujourd'hui on se rend compte que ce sanguinaire, le bourreau, est magnifié sur un pan de ce pont, là où il a pendu des êtres humains, je pense que c'était quand même trop cher payé. Et c'est l'art, on est en train de faire de quelque chose qui est beau. Les gens viennent pour prendre des photos. Donc chaque pays a son histoire aussi. Mais nous, on ne l'a pas fait pour vexer l'association, cette association-là. Au contraire, si ça les a touchés, on demande pardon, parce que ce n'est pas notre intention. Ce n'était pas un truc politique, ce n'est pas quelqu'un qui nous a financés. La Guinée, ex-colonie française d'Afrique de l'Ouest, a été dirigée jusqu'à l'arrivée au pouvoir en 2010 de l'ancien opposant Alpha Condé par des pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux. Chargé d'enquêter sur les violations des droits humains commis lorsque l'ex-président gambien Yaya Jammeh était au pouvoir de 1994 à fin 2016, la commission Vérité et Réconciliation entame ses audiences ce lundi à Banjul. Les 11 commissaires de la dite commission ont sélectionné un témoin pour revenir sur un fait marquant qui remonte au 22 juillet 1994 où Yaya Jammeh, alors âgé de 29 ans et soutenu par 4 officiers, renverse le président Daouda Jawara, le père de l'indépendance de la Gambie. Un coup d'État sans effusion de sang. Néanmoins, c'est un épisode important pour replonger dans le contexte des années 90. On ignore encore l'identité du témoin qui va s'exprimer, mais la commission le décrit comme un participant actif à ce putsch. Selon le secrétaire de la commission Vérité et Réconciliation, les incidents majeurs vont être traités de manière chronologique. Nous allons d'abord camper le décor et revenir sur le début de ces 22 ans de dictature, explique-t-il. Le mandat de notre commission est de mener des enquêtes et de répertorier l'ensemble des violations des droits de l'homme commises entre juillet 1994 et fin 2016. Notre but est de rendre justice aux victimes et d'éviter que d'autres incidents de ce type ne se reproduisent, précise-t-il.
Les audiences sont ouvertes au public. Inaugurée en octobre dernier, cette commission, qui a un mandat de 2 ans, a été créée par les autorités pour répondre aux interrogations des familles de victimes de disparitions forcées ou de torture. Car jusque-là, aucune enquête n'a jamais été entreprise sur ces faits. Deux ans maintenant que le président Yaya Jammeh est parti du pouvoir en Gambie. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation, lancée en octobre et formée de 11 membres, a auditionné son premier témoin lundi. Il s'agit de Ebrima Chongan, un responsable de la police pendant le coup d'État ayant porté l'ancien chef d'État au pouvoir en 1994. Il a affirmé avoir été arrêté après le coup d'État de Jammeh et emprisonné dans la banlieue de Banjul. Instituée par une loi en décembre 2017, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation dispose de pouvoirs d'enquête et pourra, au terme de ses travaux, dans 2 années, recommander des poursuites ou des réparations. Elle est présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies et comprend 4 femmes. Pour la directrice d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le début des auditions de la commission est un important premier pas vers la garantie de justice, de vérité et de réparation en Gambie. Cela montre un fort engagement du gouvernement de rompre avec un passé fait de systématiques violations des droits humains. La sécurité du pays est toujours assurée par la force de la CEDEAO, dont le mandat a été prolongé à plusieurs reprises. De fortes pressions diplomatiques s'exercent sur les autorités congolaises pour qu'elles annoncent le résultat de l'élection présidentielle et le nom du successeur du président Joseph Kabila. Selon diverses sources étrangères et congolaises, cette veille agace Kinshasa. Le ministre belge des Affaires étrangères trouve l'attente trop longue. La Belgique est en effet membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit de nouveau se réunir pour étudier la situation en RDC. Un proche du président Kabila a déploré que la France, les États-Unis et le Royaume-Uni sont en train d'affirmer que l'opposant Martin Fayulu a gagné. La publication des résultats provisoires initialement prévus dimanche dernier a été sine die renvoyée par la commission électorale. Cette dernière a alors affirmé que seuls 53% des résultats avaient été traités depuis le scrutin du 30 décembre. Un collectif catholique, organisateur des manifestations anti-Kabila en 2017 et 2018, a dénoncé la complicité entre la coalition au pouvoir et la CENI. De fortes pressions diplomatiques s'exercent sur les autorités congolaises pour qu'elles annoncent le résultat de l'élection présidentielle et le nom du successeur du président Joseph Kabila. Selon diverses sources étrangères et congolaises, cette veille agace Kinshasa. Le ministre belge des Affaires étrangères trouve l'attente trop longue. La Belgique est en effet membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit de nouveau se réunir pour étudier la situation en RDC. Un proche du président Kabila a déploré que la France, les États-Unis et le Royaume-Uni sont en train d'affirmer que l'opposant Martin Fayulu a gagné. La publication des résultats provisoires initialement prévus dimanche dernier a été sine die renvoyée par la commission électorale. Cette dernière a alors affirmé que seuls 53% des résultats avaient été traités depuis le scrutin du 30 décembre. Un collectif catholique, organisateur des manifestations anti-Kabila en 2017 et 2018, a dénoncé la complicité entre la coalition au pouvoir et la CENI. Lors d'une de ses premières déclarations à la presse depuis le scrutin du 30 décembre dernier, le candidat d'opposition Martin Fayulu a prévenu ce mardi que les Congolais connaissent le véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Soutenu par 5 autres candidats mineurs, il a mis en garde la commission électorale contre toute tentative de travestir la vérité des urnes. Ils ont appelé la commission électorale à publier dans un bref délai les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le peuple congolais connaît déjà le résultat rendu public par affichage devant le bureau de dépouillement, conformément que la CENI, après avoir pris connaissance des vrais résultats par les procès-verbaux transmis à la centrale électorale par ses antennes locales, s'est abstenue
délibérément de les rendre publics en violation de son propre calendrier pour des raisons inavouées. Considérant que cette attitude de la CENI suscite des suspicions légitimes diverses qui alimentent la tension politique à travers le pays. La commission électorale a reporté dimanche dernier, s'inédié, la proclamation de l'élection présidentielle du 30 décembre, affirmant n'avoir traité que 53% des résultats. La nouvelle est accueillie par la délégation égyptienne dans la liesse à l'issue d'un vote du comité exécutif de la CAF réuni à Dakar. La Confédération africaine de football avait retiré en novembre au Cameroun l'organisation de la compétition prévue du 15 juin au 13 juillet. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la CAN, la dernière en 2006. Et aujourd'hui, je tiens à remercier les deux pays. Malgré tout, ils sont venus à la rescousse de la CAF lorsque on a vu que les évolutions des travaux au Cameroun n'étaient pas au point. Après analyser la situation, après avoir écouté les deux candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. En 2014, la CAF avait attribué les 3 prochaines CAN d'un coup, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Or, après le retrait de l'organisation au Cameroun en 2019, la CAF a décidé de décaler le calendrier, attribuant l'édition suivante en 2021 à ce pays et celle de 2023 à la Côte d'Ivoire. Lundi, la Guinée a indiqué qu'elle acceptait d'organiser l'édition 2025. La violence sporadique dans les stades reste un point d'interrogation majeur et l'organisation de la CAN pour la première fois depuis la chute en 2011 du régime de Hosni Moubarak va représenter un défi pour les forces de sécurité aux abois depuis l'arrivée au pouvoir en 2014 d'Abdel Fattah al-Sisi.